quoi ressemble un data center dit écologique? Vous allez me dire, est-ce que ça existe vraiment? Justement, c'est ce qu'on va voir. On va voir aussi quels sont les leviers pour progresser dans ce domaine avec mes deux invités. Raphaël Nicou, président, cofondateur d'Aqaret, hébergeur web et opérateur français, membre de l'organisation Euclidia qui favorise l'émergence de solutions cloud alternatives et souveraines par rapport à celles américaines, pour les citer, ou chinoises. Et votre dernière actualité d'entreprise, qui est en lien avec notre sujet aujourd'hui, c'est qu'Aqaret a lancé une levée de fonds pour financer un projet de construction de data center, justement écologique, en Essonne. Alban Bruyat à vos côtés, directrice des opérations chez Scaleway, filiale du groupe Iliad. Vous avez sous votre responsabilité 7 data centers, dont un qui est présenté aujourd'hui comme étant le plus écologique d'Europe. Et puis restez avec nous en plateau, Yahya Jarraya, le cofondateur d'Astrachain. Vous pourrez évidemment poser des questions à nos experts. Alors d'abord, le contexte n'est pas très favorable en ce moment aux data centers. On peut même dire qu'ils sont sur la sellette. On a Microsoft et Amazon qui ont même été pratiquement chassés d'Irlande, qui refusent la construction de nouveaux data centers sur son sol. C'est en cause les réserves émises par la Commission irlandaise sur l'eau et l'énergie qui pointent un risque de panne de courant. Au Luxembourg, on a un mouvement écologique qui s'oppose au projet de data center à Bicêtre de Google, qui craint là aussi sur la consommation d'eau du pays. On a Emmanuel Macron qui préside justement aujourd'hui un conseil de défense consacré à la crise de l'énergie. Bon, ce contexte, face à des data centers qu'on sait très gourmands en énergie et en eau, est-ce qu'ils sont de moins en moins bien acceptés ? Ces data centers, est-ce que c'est difficile aujourd'hui de convaincre en local pour s'installer ? Alors oui, moi je peux parler de mon expérience sur le projet de centre de données écologique que nous souhaitons implanter en Essonne. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident de discuter avec les élus locaux et d'emporter leur adhésion sur des projets de centre de données parce qu'ils sont immédiatement effrayés par l'image du data center et en particulier celle de l'hyperscaler, celle des grands Américains qui construisent des data centers avec des capacités extraordinaires et qui sont bien souvent pas sur un objectif à tout prix de réduction de la consommation d'énergie, mais qui sont davantage sur la réduction des coûts. C'est-à-dire qu'on a passé le stade où on était émerveillé par ces fermes de serveurs gigantesques. Aujourd'hui, c'est plutôt non, pas ça chez nous. Pardon, je pense qu'il y a des inquiétudes de nuisance, en effet, et de consommation d'énergie qui concernent toutes les villes, avec parfois peu d'employés, finalement, sur ses propres centres de données, et inversement, des nuisances qui peuvent être fortes. Donc, il y a des mauvaises expériences qui ont été faites, et donc des inquiétudes dans toutes les... Alors, donc, face aux inquiétudes, il faut répondre avec des faits. Est-ce qu'on sait aujourd'hui ce que ça représente en France, la consommation des data centers? Est-ce que vous avez une idée, vous, de ces chiffres? Parce qu'on a eu des indications sur l'Irlande, on parle de 14%, je crois, de la consommation électrique nationale. Est-ce qu'on sait à peu près en France ce que ça représente? Alors, les ordres d'idées, les chiffres franco-français, j'avoue ne pas les connaître de façon détaillée. Les ordres d'idées, effectivement, ils sont de l'ordre de 10% de la consommation nationale, ça, c'est une évidence. Mais j'aime pas trop ce chiffre parce qu'en fait, on parle de la consommation du numérique. Et donc, effectivement, dans le contexte actuel où tout le monde a envie d'économiser l'énergie, on pointe du doigt le secteur du numérique au sens large. Mais il faut également, évidemment, garder en tête tout ce qu'il apporte, tout ce qui permet d'économiser comme consommation d'énergie. C'est assez évident, c'est des concepts très, très faciles. Alors ça, c'est cette balance difficile. Personne n'arrive finalement véritablement à faire le calcul entre les avantages, tout ce qu'apporte, tout ce que fait économiser comme consommation d'énergie aujourd'hui Internet, finalement. Est-ce que ça consomme? Ça, c'est vrai que c'est un calcul qui est très complexe. C'est quasiment impossible. C'est tellement des méthodologies, des manières de fonctionner différentes. Nous, pour parler du data center le plus écologique d'Europe, il est justement dans un ancien centre postal. D'où partaient les lettres, d'où partaient tous les camions. C'est intéressant. Et ça permet de voir, en effet, on remplace par autre chose. On a tous ces petits camions diesel qui partaient partout en France pour distribuer le courrier étaient remplacés par la consommation d'énergie d'un data center. Donc je ne pense pas que ce soit comparable, mais c'est en effet ne pas oublier. Alors de toute façon, on ne va pas rentrer dans ce débat. Là, vraiment, l'objectif, c'est de voir comment est-ce qu'on peut installer des bonnes pratiques, finalement, dans cet écosystème des data centers. On a parlé de l'énergie, il y a aussi la question de l'eau. Alors,
Scaleway, votre directeur général, a publié une tribune dans les Échos, c'était en juin, c'était même avant le pic de la canicule de cet été, pour dire attention, on parle beaucoup d'économie d'énergie, enfin de consommation d'énergie, mais finalement, si on fait attention trop à la consommation d'énergie, on ne fait pas attention suffisamment à celle de l'eau qui est utilisée par les clims. Exactement, par les clims ou par ce qu'on appelle des tours de refroidissement. Oui. En fait, ce qu'on oublie en France, parce que la loi l'empêche, c'est que dans les autres pays d'Europe, et c'est le problème de l'Irlande, c'est le problème des Pays-Bas, du Luxembourg, etc., c'est qu'ils n'ont pas interdit ce qu'on appelle des tours de refroidissement. En fait, le nerf de la guerre du data center, c'est quand même de refroidir les serveurs. Et comme on est beaucoup jugé sur notre consommation d'électricité, un bon moyen qu'ont d'autres data centers dans d'autres pays, c'est d'utiliser de l'eau. Et donc, ils arrivent à des gabegies d'eau qui sont en fait impressionnantes. Donc on a l'impression d'avoir un bon élève, et finalement on s'aperçoit, là, comme là aux Pays-Bas, Microsoft qui a consommé 4 fois plus d'eau que prévu. Exactement, on se retrouvait l'année dernière, donc cet été ça doit être encore pire, on disait que les data centers aux Pays-Bas avaient consommé l'équivalent de 20 000 personnes aux Pays-Bas, juste pour refroidir des serveurs. Et les fameux 25 litres par seconde en Irlande qui n'étaient pas acceptables. Mais alors qu'est-ce qu'on appelle un data center écologique Alors, déjà, cette notion de data center écologique, si jusqu'à présent on pouvait penser que des acteurs comme Scaleway ou comme Aquare qui avaient ce positionnement, ça pouvait être pour des raisons marketing, on se rend compte que maintenant c'est une nécessité opérationnelle. Avec la crise de l'énergie, dont on n'est pas sorti, en réalité il va falloir composer avec dans les années qui viennent, on se rend compte que les seuls data centers qui vont pouvoir tirer leur épingle du jeu sont en effet ceux qui vont réduire leur impact écologique et leur impact énergétique en premier lieu, et donc qui vont réduire leur consommation d'énergie. Donc ma consoeur le disait à l'instant, le premier sujet c'est le rafraîchissement des centres de données, c'est ce qui consomme essentiellement de l'énergie au-delà du fonctionnement des serveurs eux-mêmes dans les centres de données, c'est l'ordre d'un tiers à peu près de la consommation énergétique d'un data center, le simple refroidissement des serveurs. Donc il faut développer des techniques qui soient économes en eau, comme le fait Scaleway, et qui soient économes en énergie, donc c'est possible ça d'être économe en eau et en énergie simultanément ? Oui, on fait tous, on fait tous des efforts et c'est possible et ça doit continuer à être fait. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a un chiffre qui est intéressant, c'est que la consommation de digital depuis ces 5 dernières années n'a pas augmenté alors que le trafic a triplé. Et je trouve ça intéressant parce que ça montre qu'il y a quand même plein d'efforts qui sont faits. Et en effet, c'est possible parce qu'avec les data centers qu'on va créer, nous, ça fait 10 ans qu'on travaille dessus, 10 ans qu'on décide de réfléchir à quel est notre environnement et comment est-ce qu'on va s'améliorer et utiliser les avantages de notre environnement pour mieux rafraîchir un data center et utiliser moins de consommation. Et 5 ans qu'on a un data center très écologique, le plus écologique en Europe, et qu'on continue à travailler là-dessus. Donc purement green, qu'est-ce que ça veut dire ? Pas grand-chose, mais la réduction au maximum de toutes les ressources utilisées, ça oui, il y a plein de possibilités technologiques. D'autres facteurs écologiques dans le data center ? Alors moi, je voudrais vous donner l'exemple concret de ce qu'on projette de faire en réalité, puisque c'est très parlant. D'abord, effectivement, supprimer les systèmes de climatisation traditionnels. Nous, chez Aquare, on projette d'utiliser la géothermie. Donc ça implique de ne pas être en milieu dense urbain, parce qu'il faut des grandes surfaces sous terre pour faire cheminer de l'air en profondeur et pouvoir ainsi le rafraîchir avec un minimum de consommation d'énergie. Donc pas du tout de système de compression, de climatisation classique, ni de consommation d'eau, pour le coup. Donc concrètement, pour la géothermie, ça veut dire qu'il faut penser à l'installation sous le sol. Oui, donc là, c'est un projet c'est comme les caves à vin. Vous gardez votre vin à température toute l'année parce qu'il est en profondeur. On peut faire pareil avec un data center, mais il faut des quantités de volumes d'air qui sont conséquents, donc il faut être installé en milieu périurbain. Pour autant, voilà, on peut le faire. Ça existe dans d'autres industries. Nous, on souhaite l'adapter au métier d'opérateur de data center. Donc ça, c'est un premier sujet. On réduit la consommation énergétique pour le refroidissement des serveurs. Il faut également construire de façon durable, évidemment, un système de climatisation aujourd'hui. Même s'il est bien entretenu, au bout de 20 ans, il faut le changer. Donc on le jette à la poubelle, on le change. Les systèmes de stockage de l'énergie, on utilise des batteries chimiques aujourd'hui très largement. Au bout de 10 ans, il faut les changer, il faut les jeter. Donc tous ces systèmes-là, il faut arrêter de les utiliser. Nous, quand on parle de géothermie, on va finalement installer des tubes en fonte qui vont être installés pour 100 ans. Donc on fait du data center durable. Quand on construit un data center, il faut aussi réfléchir aux matériaux qu'on va utiliser, qu'ils soient renouvelables, qu'on construise si possible avec du bois, qu'on construise avec de la pierre. Voilà, c'est des notions... Pas de béton, c'est ça ?
Alors, le moins le possible. béton, c'est un matériau qui est extraordinaire, mais si on peut éviter de l'utiliser en considérant des alternatives avec lesquelles les ingénieurs sont peut-être moins habitués de travailler, donc c'est toute la difficulté. Hein, mais Alors c'est moi, ce qu'on juste, essaie de faire. quand j'entends le bois, je pense incendie. Hein. Alors effectivement, dans notre secteur d'activité, ça a été un sujet Ouais, faut le ces dire. derniers mois. Ouais. Mais bon, alors il faut réfléchir. Déjà, c'est faux en fait. C'est une idée reçue, mais le bois correctement traité, il peut être tout à fait résistant au feu. Hein. Donc ça, globalement, c'est une idée reçue. Maintenant, effectivement, on peut tout à fait utiliser le bois dans certaines parties des structures et utiliser par exemple la pierre ou le béton sur les salles critiques. Bon, il faut effectivement faire de la conception de manière réfléchie à ce niveau. Est-ce que, question, je tente tout, hein, est-ce que réduire la taille des data centers aussi ne serait pas déjà une solution? Je pense pas. Parce que de toute manière, je pense exactement, comme vous le disiez, que le digital va augmenter quoi qu'on fasse, les consommations vont augmenter quoi qu'on fasse, donc il faut penser à long terme. Ouais. Et donc faire du petit data center, ça va être une question dans les technologies edge, etc. Mais de manière générale, un plus petit data center ne va pas moins consommer. Au contraire, il y a une infrastructure autour des serveurs. Et donc plus cette infrastructure va servir à un nombre important de serveurs, plus à la limite, elle peut moins consommer au global par unité de serveur et donc par unité de calcul. Donc mutualiser plutôt... C'est plutôt de la mutualisation, oui. C'est plutôt de la mutualisation... Et de la réflexion, en effet, sur les technologies de refroidissement. Je ne vous ai pas demandé comment vous avez géré cette épreuve de la canicule, d'ailleurs. Donc, je vous pose la question. Et puis, comment vous vous préparez à l'épreuve de l'hiver? Alors, je peux répondre d'un premier temps pour nous. Nous, on a un centre de données à Ivry-sur-Seine, hein, notre centre de données principal aujourd'hui, qui a, comme beaucoup de centres de données sérieux, la particularité d'avoir été conçu avec des normes de redondance particulièrement importantes. Alors, dans le milieu des data centers, il y a une norme qui s'appelle la norme tiers, qui est un peu la référence. Ouais. Nous opérons un data center tiers 4. Alors, ça signifie qu'on a des multiples redondances, en particulier au niveau du système de refroidissement. Donc, la canicule... Ça va jusqu'à combien? Jusqu'à 5, c'est ça le... Alors, niveau pas jusqu'à de... 4. 4 Jusqu'à 4, c'est le maximum. Plus élevé aujourd'hui. Alors peut-être qu'il y en aura un autre plus tard, mais pour l'instant, voilà, il y en a 4. Et donc en particulier, ça signifie qu'on peut perdre n'importe quel système actif de climatisation sans que ça impacte la capacité de refroidissement du centre de données. Ouais. Donc ça signifie que même pendant les moments de canicule qui dépassent en fait les niveaux de température qui sont ceux pour lesquels le data center a été conçu, on est quand même en capacité de faire face, dans le pire des situations, en dégradant le niveau de redondance. Mais on est quand même capable d'adresser ces périodes de canicule qui sont sur des périodes limitées. C'est-à-dire vous coupez certaines... Ça veut dire que concrètement, ce qui Certaines avant était salles. une redondance peut, de manière très exceptionnelle, quand on atteint des températures à 43, 44 degrés, tout d'un coup devenir sollicité pour la production pendant les quelques heures. Et c'est la même solution pour l'hiver, avec les risques de coupure d'électricité? Exactement. Tous les data centers sont construits d'un principe simple, c'est qu'on ne doit jamais s'arrêter. Donc on a des principes de redondance équivalents sur les méthodes de refroidissement et sur l'énergie. Et donc je pense qu'on a tous la même chose. Il y a des systèmes électriques et d'autres systèmes qui permettent de prendre le relais. Il y a de toute façon régulièrement en France des moments où il y a des défaillances et personne ne le voit parce que les data centers sont justement faits pour soutenir ce genre de difficultés. Et est-ce que ça a quand même augmenté votre consommation en énergie et en eau, ces épisodes? Y compris, je veux parler par exemple du data center le plus écologique d'Europe. Est-ce que quand même ça a un impact? Est-ce que pour Bien sûr l'instant, que c'est un impact. On doit refroidir. Donc bien sûr que c'est un impact. Maintenant, il faut faire les choses. C'est justement le pragmatisme qui va permettre de faire la différence. Je sais que justement, quand on parlait de data center écologique, au-delà de la méthode de refroidissement, il y a un sujet qui est très intéressant, qui est la température de refroidissement. Puisqu'en fait, par amoncellement de cahiers des charges, qu'on se repasse d'un acheteur à un autre, plus ça va, plus on demande au data center d'être extrêmement froid pour s'assurer que le hardware, donc les serveurs, soient refroidis et fonctionnent bien. Ce sont des normes réglementaires? Justement non. Ce Même sont pas. des normes constructeurs et puis ensuite on y rajoute des couches de prudence. Et typiquement dans ces périodes-là, je sais que nous travaillons, alors un serveur, ça doit être traité de la bonne manière et on ne peut pas faire varier les températures, mais nous prévoyons toujours en été de réchauffer l'air intérieur, c'est-à-dire que souvent, les constructeurs nous disent ça supporte jusqu'à 30-31 degrés en air entrant. Vers la moitié des data centers qui sont à 22-23. Ouais. Or, vous pouvez en fait pousser 27-28 degrés
Déjà, ça permet des économies d'énergie qui sont énormes. Et deuxièmement, ça permet d'affronter ces périodes de canicule avec beaucoup plus de sérénité, puisqu'on n'est pas en train de chercher un objectif de température qui n'est pas nécessaire. C'est tout à fait vrai, et je voudrais ajouter un point là-dessus. Les normes qui nous contraignent sur ces niveaux de température sont des normes américaines. Je faisais référence à la norme tiers. Cette fameuse norme tiers impose que dans les salles critiques, on ait de l'air qui soit rafraîchi entre 18 et 27 degrés. Ça, c'est imposé par le cahier des charges tiers. Et ce cahier des charges, qui est un cahier des charges d'une société américaine, est repris notamment dans les marchés publics en France. C'est-à-dire que l'État, quand et ça vous semble pas adapté fait un appel au contexte français, projet pour des centres de données, il demande de respecter cette norme, donc de rafraîchir en dessous de 27 degrés. Ce qui est une aberration, puisqu'on pourrait effectivement tout à fait avoir des serveurs qui fonctionneraient très bien avec des niveaux de température légèrement plus élevés. Oui, il faudrait sortir de ça, c'est évident. Là, il y a une économie manifeste à faire immédiatement en tolérant, en particulier l'État devrait donner l'exemple, que ses propres serveurs ou que les serveurs des collectivités puissent être opérés à des niveaux de température légèrement supérieurs à ceux qui sont aujourd'hui. Sans prendre de risques. On ne serait pas dans une situation où on enlève un filet de sécurité. La plupart des cahiers des charges des constructeurs hardware sont compatibles avec des opérations à 35 degrés. Voilà, donc oui, on pourrait aller bien au-delà des plages de température actuelles. Ouais. Vous confirmez? Je confirme. Nous, on fait des tests justement pour nos matériels, pour toujours vérifier avant de les installer. On a une salle dédiée à ça. On teste, on les pousse, on les envoie en vacances avec un peu d'humidité et de chaleur. Et en effet, on constate une grande résistance du hardware bien au-delà de ce que les clients peuvent demander. Alors, vous parlez de normes qui sont imposées par les Américains. Là, on a le data center le plus écologique d'Europe, qui est donc français. Ça devient peut-être même un avantage concurrentiel, non, cette question environnementale dans le secteur des data centers? Bien sûr, les clients le demandent. Alors, les clients le demandent, mais en plus, ça va devenir une réalité économique. Parce qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, près de la moitié du coût d'un service d'hébergement en data center, c'est la consommation énergétique. Donc, même si, en tant que client, vous n'étiez pas particulièrement sensible aux questions d'écologie, ne serait-ce que pour aller chercher l'économie, demain, à partir de 2023, 2024 et de plus en plus, vous allez vous tourner exclusivement vers des data centers écologiques parce que sinon, vous ne pourrez pas fonctionner. Oui, mais est-ce que nous, en Europe, on va être particulièrement en pointe face à des Américains qui ont des moyens bien supérieurs pour s'adapter à la situation? Je suis résolument je suis optimiste parce que déjà nous, en Europe, et Scaleway en est l'illustration depuis un certain temps, ont déjà dans leur ADN cette volonté d'aller vers de l'économie d'énergie, d'aller vers ce positionnement. On a le même chez Aquaré, mais voilà, il y en a d'autres. Et globalement, voilà, je pense qu'on va tirer notre épingle du jeu parce qu'on est en avance, parce qu'on a mis ces questions depuis un certain nombre d'années maintenant, et qu'il y a une prise de conscience maintenant qui est généralisée, qui est accentuée par cette crise de l'énergie. Et pour ne pas perdre cette avance européenne, il faudrait donc adapter les normes, réussir des levées de fonds pour lancer des projets ambitieux. Il faut réussir des levées de fonds. Qu'est-ce qui nous manque encore ? Je pense qu'il faut que les clients se tournent vers les solutions européennes. Oui, c'est qu'il y a une prise de conscience des clients. Yaya Jarraya. Des bons de commande. Des bons de commande, c'est ça. Là, je pense qu'il faut aussi... nous, ce qu'on pousse énormément chez Scaleway, c'est des normes qui permettent de juger les data centers et des normes qui soient obligatoires. Il y a une norme ISO sur la consommation d'énergie. Il n'y a pas de norme. Il y a l'engagement sur le zéro carbone. Il y a l'engagement sur le zéro carbone. Mais bon, être carbone zéro, il va falloir une définition très exacte que tout le monde respecte la même. Ouais. Et il faut des normes sur l'eau. Et si on a une capacité d'évaluer chaque data center de manière objective sur une norme commune mondiale, là, tout d'un coup, le client aura la capacité de comparer les data centers et les offres. Et là, on verra une vraie différence. Yaya Jarraya, vous vouliez dire quelque chose sur ce sujet? Alors, on nous demande de plus en plus, vu qu'on est sur multi-cloud, de dire est-ce que vous avez des fournisseurs qui sont, on va dire, éco-friendly? Et là-dessus, c'est des questions qui reviennent de plus en plus justement à l'ordre du jour. C'est une excellente nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Bon, on va remercier nos experts et nos témoins sur ce sujet. Alban Bruyat, directrice des opérations chez Scaleway, Raphaël Nicou, cofondateur d'Aquaré. Vous restez tous les deux et Yaya Jarraya d'Astrachain aussi en plateau avec moi. On va se retrouver juste après une courte pause pour parler du monde de la donnée et des métavers. Est-ce qu'on parle d'une mode passagère ou vraiment d'une tendance de fond ?